Depuis ce vendredi 25 mai, un règlement général sur la protection des données, RGDP, est entré en vigueur dans les 28 États de l'Union européenne. L'idée de ce texte était de moderniser et simplifier l'approche de l'UE, harmoniser les législations des États et renforcer le contrôle des individus sur leurs données. C'est en raison de ce règlement et des sanctions pécuniaires qui l'accompagnent que vous recevez probablement depuis quelques semaines des demandes ou annonces de mise à jour provenant de toutes sortes de sites et services en ligne, réseaux sociaux, streamers, e-commerce, etc. Tout ce qui contribue à un plus grand contrôle individuel et collectif sur nos données et sur les géants du web est une excellente nouvelle dont il faut se réjouir. Je dois toutefois avouer que le fait d'avoir déjà reçu plusieurs dizaines de courriels m'informant d'une mise à jour des conditions générales d'utilisation m'inspire deux sentiments. Petit 1, l'impression d'avoir été un utilisateur candide et abusé par la plupart de ces services pendant des années. Petit 2, le sentiment d'être devenu, moi humain, un élément négligeable et secondaire de ce qui se joue entre les machines. Plus d'une cinquantaine de fois, il faudrait que je prenne le temps de lire les nouvelles conditions générales qui s'appliquent à mes données, ou pire, que j'aille cocher une case pour fournir mon accord éclairé à l'utilisation de ces informations, comme si je n'avais que cela à faire. L'humain, son temps précieux et rare, sa capacité à comprendre vite, son dégoût pour la répétition inutile, toutes ces choses semblent devenues négligeables, futiles et secondaires. Et si les innovations de demain devenaient bienveillantes, si leur modèle était construit sur des valeurs de transparence et de partage et non de captation dissimulée d'informations et d'évasion fiscale. L'innovation bienveillante, c'est ce que défend notre invité aujourd'hui dans son essai « L'innovation à l'épreuve de la philosophie ». Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'Atelier des médias, vous êtes sur RFI, restez avec nous. RFI. Mutualisons nos infrastructures afin de développer des synergies. La main invisible du marché dans une optique gagnant-gagnant maximalisera nos performances au sommet de la vague d'un Kondratiev. Nous rentabiliserons avec efficacité grâce au souffle de la libre entreprise. De façon décomplexée, nous réussirons à surmonter les résistances corporatistes d'un autre âge au service de certaines castes. L'Atelier des médias. Bonjour Xavier Pavie. Bonjour. Vous êtes professeur à l'ESSEC, on dit l'ESSEC, c'est ça? Ou oui, il y a l'ESSEC Business School aussi, c'est ça on dit aujourd'hui. Et chercheur associé à l'Institut de recherche philosophique de l'Université Paris-Nanterre, c'est correct. Et vous êtes donc l'auteur de cet ouvrage, L'innovation à l'épreuve de la philosophie. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Je pense que les questions d'innovation ne doivent pas forcément être absentes de toute réflexion. Et il est probable que ce soit le cas. C'est-à-dire que nous innovons en permanence pour plein de raisons. Nous innovons parce que les organisations veulent croître. Pas que dans les organisations, ce n'est pas quelque chose simplement de business, c'est aussi quelque chose qui est intrinsèque aux individus. Innovation vient du terme latin innovare, qui veut dire changer à l'intérieur. Alors changer à l'intérieur d'un organe, d'un organisme, d'une organisation, avec un seul but qui est celui de survivre. Et on essaye de survivre. Et cette notion de survie ou de croître ou de développement, d'épanouissement même. Ouais, parfois on peut dire de confort, mais l'innovation a toujours un but précis, et le but précis c'est la survie en tant que telle, ou de la résolution de problèmes, si on peut dire tel quel. Et cette notion-là, parfois, écrase l'ensemble du reste de la réflexion. Nous innovons sans penser. Rabelais disait science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Et ben, c'est un peu ça. Qu'est-ce que nous faisons en tant qu'innovation aujourd'hui? Qu'est-ce que nous faisons comme innovation? Incluons-nous de la pensée dans ce que nous faisons? Mon propos est de dire probablement pas ou pas assez. Interroger l'innovation, je vous lis, c'est mettre à l'épreuve celle-ci et cela semble un besoin impérieux dans notre espace contemporain. Quand bien même cette mise à l'épreuve serait conduite par une discipline
qui peut lui paraître étrangère, lointaine. Les catégories de la philosophie, qu'elles se nomment bien, mal, responsabilité, respect, éthique morale, etc., ne sont pas celles qui interrogent usuellement l'innovation, contrairement au profit, à la créativité, à la performance. Or, et c'est là où c'est particulièrement intéressant, si cela semble un besoin impérieux, c'est parce que l'innovation paraît avoir récemment changé de paradigme. En effet, les innovations, depuis un demi-siècle, sont entrées dans une nouvelle dimension. Internet, séquençage de l'ADN, manipulation génomique, avancée du transhumanisme, nanotechnologie sont parmi de nombreuses autres des innovations récentes qui ne sont pas, sans soulever, des problématiques nouvelles dont les conséquences sont aussi importantes qu'irréversibles. Ça, c'est pratiquement la phrase d'introduction du livre et ça plante le décor, c'est-à-dire que c'est pas à n'importe quel moment que vous vous posez cette question de la place de l'innovation dans notre monde et de la manière dont on doit la penser. Absolument. Ça ne veut pas dire que ça n'était pas préexistant. Lorsque je dis qu'il y a à peu près un demi-siècle que l'on a un bouleversement technologique qui est fort, les questions que cela pose ne sont pas nouvelles. Nous avons toujours eu une quête d'immortalité, par exemple. Ça n'a rien de nouveau. Nous avons ça dans toute la mythologie grecque, notamment, pas que, mais nous avons toujours eu cette volonté, par exemple, de puissance. Ou le rêve de voler. Le rêve de voler. Le Icare, évidemment, ça l'est. Nous avons toute la mythologie, Prométhée, évidemment, toute la mythologie et la fontaine de Jouvence, par exemple, la quête de l'immortalité. Bref, on a toujours été sur cette notion importante de je veux me dépasser, je veux faire plus, je veux faire mieux. On sait très bien que faire mieux, faire plus pour un être humain, c'est une femme, c'est Pandora, mais elle ouvre la boîte. Et dans cette notion de faire mieux, ça n'a jamais été possible de faire. Donc, on a toujours eu ce désir, mais sans la possibilité. Sans la possibilité pour deux raisons. Une première raison qui peut être religieuse, d'une manière très générale, c'est-à-dire que les religieux... Morale, oui, mais en fait, morale et religieuse vont vraiment être l'un l'autre, puisque la morale vient des institutions. Donc, l'institution morale peut venir des écoles, peut venir des gouvernements, peut venir évidemment je pense aux hôpitaux, etc. Et évidemment, ces questions importantes de la morale qui nous est donnée par qui et par quoi et comment. Et puis évidemment, celui ou celle qui a donné le plus de morale, c'est la religion. Ce sont les églises d'une manière, je le dis avec un angle très général. Et elles ont plutôt bloqué en disant non, on ne touche pas au corps, on ne touche pas à ça, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. On ne dit pas que la Terre est ronde. Voilà, on essaie de cacher parce que on a évidemment une notion très conservatrice. La notion conservatrice, c'est l'antithèse de l'innovation. Qui est l'antithèse de l'innovation va être sur des notions, je le dis un peu vite ici, mais d'une notion de progrès. On va chercher à comprendre, on va essayer de pousser. Donc on a un premier blocage qui s'est fait autour des religions globalement, qui ont empêché d'eux. Et puis l'autre élément, c'est que techniquement, on ne pouvait pas. Techniquement, nous ne savions pas faire. Nous ne savions pas séquencer l'ADN comme c'est séquençable aujourd'hui. Nous n'avions pas les technologies d'aujourd'hui. Donc si ça avait été un vœu et un désir, ça n'était pas possible de faire. Nous avons, dans notre espace contemporain ces 50 dernières années, je le dis aussi là, peut-être un peu vite, mais en tout cas une mainmise moins forte de la part des religions, en tout cas sur ces domaines-là. Sur d'autres, oui, mais sur ce domaine-là, moins. Et d'un autre côté, on arrive à faire. C'est-à-dire que les scientifiques, les grands scientifiques, les savants et les innovateurs arrivent à faire des choses. Et arrivent justement à repousser les limites, notamment de l'homme et autres. Avec des concepts, on va y revenir, peut-être comme la singularité, donc, qui sont développés par les transhumanismes, donc cette accélération des innovations, des développements, etc. Absolument. Vous êtes, vous l'avez dit hors micro, professeur d'innovation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et je vous pose cette question parce que le premier chapitre de votre ouvrage, c'est une question. Qu'est-ce que l'innovation ? Donc, comment vous enseignez l'innovation ? Qu'est-ce que l'innovation ? Qu'est-ce qui la caractérise ? Parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on emploie constamment, enfin très régulièrement. C'est un terme ancien, mais c'est vrai que c'est pas un terme qui est simple à définir, à comprendre, à embrasser dans son ensemble. Vous avez raison, c'est même devenu un mot valise. C'est difficile maintenant de trouver une organisation quelle qu'elle soit, publique, privée ou autre, qui ne parle pas d'innovation. Il faut absolument que je place le mot innovation quelque part, sinon ça veut dire que nous ne sommes pas dans cette ère du temps de l'innovation. Et c'est important évidemment de le définir. On a évidemment tout un tas d'économistes qui vont parler d'innovation. Celui qui est le plus emblématique, c'est Joseph Schumpeter, qui va dire dans la théorie du développement économique que c'est l'exploitation industrielle des inventions et leur dissémination avec un résultat économique, d'accord, avec une importance économique. Donc innovation n'est pas invention déjà. Ce qui veut dire que l'invention, c'est une idée.
L'invention, c'est une idée, ça peut être un concept, ça peut être un prototype, si vous voulez, mais ça n'est pas une innovation. Ça précède l'innovation. Ça précède l'innovation, nous en avons besoin, mais pour ça, il faut que l'innovation soit diffusée, et pas que, il faut qu'elle ait un profit. Il faut qu'elle ait un profit pour qu'elle puisse rentabiliser les efforts économiques que nous avons pu faire. Mais attention. Un profit, bon, vous parlez d'économique, mais ça peut être aussi un profit social. Enfin, on n'est pas nécessairement dans du numéraire pour l'innovation. Si J'allais le dire, oui, c'est un synonyme que je pourrais prendre plutôt qui est celui de la valeur. Et une valeur peut-être sportive, une valeur peut-être artistique, une valeur peut-être éducative. On n'est pas forcément dans l'économique. Je précisais ça avec Schumpeter parce que c'est un économiste qui a regardé ça. Mais à l'évidence, l'innovation ne doit pas être réduite à la question du monde des affaires. Et vous donnez comme exemple d'innovation, donc pour la définir, les dents de sagesse et leur disparition et leur évolution. Oui, absolument. Nous avons innové dans notre corps, à un moment donné pour les développer, parce que l'environnement a changé, et il faut comprendre que s'il y a innovation, c'est parce que l'environnement est modifié, il change, et il nous oblige à changer. Il nous oblige à changer, innover à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir, évidemment, diffuser. Les dents de sagesse, c'est exactement le cas. Elles sont apparues, nous en avons eu besoin, les chairs crues, les racines, pour pouvoir manger, et donc survivre, se nourrir, se changer à l'intérieur pour pouvoir survivre. Aujourd'hui, c'est plutôt une contrainte. Et on les supprime parce que notre environnement a changé, la nourriture est molle, nous pouvons boire facilement, nous n'avons pas besoin de ces dents de sagesse, donc elles disparaissent. Pour revenir à cette notion d'innovation, il y a une part d'incertitude tout de même dans l'innovation, puisque une invention, on sait que c'est une invention, enfin peut-être aucun brevet n'a été déposé pour le même objet, etc. Enfin, il y a quelque chose d'évident. Une innovation, on ne sait pas si ça va devenir une innovation. Il faut qu'elle soit adoptée, il faut qu'elle dépasse un certain stade. Et c'est le point que vous soulignez qui est le point déterminant à la fois pour l'innovateur et à la fois pour le livre que j'ai voulu développer à travers le sujet-là. Pour deux raisons. La première chose, c'est que personne ne peut déclarer une innovation. Une innovation ne se déclare pas. On constate qu'elle est une innovation en fonction du résultat qu'elle a et qu'elle est adoptée. Si vous prenez l'exemple en sport, pour pas prendre le business, mais de Dick Fosbury, qui se met à sauter avec la fameuse technique de Fosbury, avec son dos par exemple, eh bien ça n'est pas propre à lui, ça n'est pas propre à ses jambes particulières ou une broche ou je ne sais quoi que l'on pourrait imaginer, c'est une technique différente qu'il va adopter. Il va créer de la valeur. À un moment donné, Schumpeter, d'un point de vue économique, pourrait dire qu'il va créer un monopole, mais tout le monde va le suivre. C'est-à-dire que tout le monde va utiliser cette technique-là. Il a créé une valeur et en effet, il a développé une nouvelle technique et cette technique qui crée de la valeur est une innovation. L'autre point, c'est le caractère incertain. Et quand on parle de l'innovation et de son incertitude, nous ne savons pas comment elle va être utilisée. Et il y a des choses terribles qui sont dites par le lobbying des armes à feu aux États-Unis qui dit mais ce n'est pas les armes qui tuent, ce sont les hommes. Donc le problème c'est les hommes. Vous imaginez la tournure d'esprit pour pouvoir avoir un tel argument, puisque finalement la question elle est évidemment chez l'innovateur. Faut-il ou pas mettre ça dans les mains des personnes? On ne peut pas dire que ce sont les personnes, c'est aussi l'innovateur qui en porte la responsabilité. Pour mieux cerner ce qu'est l'innovation, vous proposez ou vous rappelez en tout cas qu'il y a différentes catégories, qu'il y a différents degrés, qu'il y a différents processus. Je peux peut-être les rappeler, vous pouvez expliciter. Donc les catégories dans lesquelles on peut innover, ce sont les produits, les procédés, les organisations. On peut aussi avoir des nouvelles matières premières, donc ça ce sont des innovations extrêmement rares. Les degrés d'innovation, ça c'est important et intéressant. Il y a l'innovation qu'on appelle incrémentale, l'innovation disruptive et l'innovation paradigmatique. Absolument. C'est important de dire que quand on parle d'innovation, on disait tout à l'heure, c'est un mot valise. En effet, parce qu'on met tout et n'importe quoi derrière l'innovation. En fait, ça n'existe pas l'innovation en tant que telle. Il y a des formes d'innovation et des degrés d'innovation. Dans ce livre, j'ai voulu prendre beaucoup de temps pour expliquer l'innovation parce que justement, il y a des fantasmes derrière l'innovation. La création de besoins, par exemple, le fait qu'on n'ait pas besoin de ça, l'innovation, on n'en a pas, ça a cette forme-là plutôt qu'une autre. Les choses qu'on entend parfois, c'est l'innovation, c'est ça. En fait, il y a des définitions très claires et des catégories très claires. Donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre dans ce livre le temps d'expliquer les 4 catégories. Une innovation produit, c'est ce que tout le monde a en tête. Une innovation produit, il y a un nouveau téléphone portable qui sort sur le marché. Évidemment, en gardant en tête ce que vous avez dit tout à l'heure, très juste sur le caractère incertain, mais s'il est sur le marché, peut-être qu'il va être une innovation après être une invention. Ce nouveau téléphone peut être disruptif en anglais, mais radical dans son innovation. Lorsque l'on a, par exemple, un smartphone, dans le smartphone, on peut dire qu'il y a eu une innovation radicale qui s'est faite par rapport à une innovation incrémentale. L'innovation incrémentale produit, on va améliorer un tout petit peu. Si vous avez votre souris d'ordinateur à côté de vous avec un câble, le fait de supprimer le câble et le rendre optique, c'est une innovation incrémentale. Nous avons amélioré les choses. Eh bien, ça, c'est la même chose sur tous les autres pans d'innovation.
la façon avec laquelle on va commercialiser, on va organiser des processus et des organisations. Nous aurons à chaque fois l'incrémental, le radical ou le paradigmatique. Pour cette dernière frange, le paradigmatique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rare, qui n'est pas forcément propre aux organisations, qui est notamment dans des domaines scientifiques, des grandes découvertes. Internet est une innovation paradigmatique. La vapeur, l'utilisation de la vapeur pour des moteurs, des choses comme ça. Absolument, la roue, enfin toutes ces dimensions-là sont paradigmatiques. Donc il est important de voir ces 12 formes, catégories d'innovation qui peuvent exister. Est-ce que je vais commercialiser différemment ? Si je suis sur Internet alors que je vendais mes produits qu'en magasin, par exemple, je suis sur une innovation de commercialisation. L'organisation, je peux organiser différemment si je fais par exemple une association avec une autre marque, si je travaille différemment aussi. Les open space ont-ils été une innovation d'organisation par exemple ? Et puis toutes ces différentes catégories entre les unes et les autres. Une fois qu'on a compris ce que représente l'innovation, on peut dire également que l'innovation n'est pas égale partout dans le monde, qu'elle n'est pas égale partout dans les cultures, qu'il y a des cultures qui vont favoriser, faciliter l'innovation, notamment par rapport à l'invention, et d'autres qui vont peut-être la laisser grandir par elle-même, mais être dans des contextes moins favorables. Oui, il est important de regarder le terreau de l'innovation. Il y a des terreaux favorables ou défavorables. Les terreaux peuvent être politiques ou culturels. Il peut y avoir des pays dans lesquels l'innovation est encouragée culturellement. C'est le cas évidemment des États-Unis, c'est très connu pour ça. Les États-Unis, par leur histoire est une histoire d'entrepreneurs. C'est une histoire où l'on va aller construire, on va aller conquérir, on va aller faire. C'est dans leurs racines. Ça ne se décrète pas, ça peut se développer, ça peut s'apprendre, ça peut être diffusé, mais c'est quelque chose qui ne se décrète pas. On ne se décrète pas nation d'innovation du jour au lendemain. Il faut que nous ayons pour ça des innovateurs et des entrepreneurs qui sont des personnes très particulières. Et des modèles intellectuels, vous parlez beaucoup par exemple d'Ayn Rand, qui est très peu connu dans l'univers francophone, mais qui est une référence absolue. Donc cette philosophe romancière d'origine russe, américaine, qui est un modèle pour beaucoup d'entrepreneurs et de penseurs aux États-Unis. Les jeunes Américains sont formés à la culture Ayn Rand. Ils ont des textes qu'ils lisent au lycée. Ce n'est pas surprenant de lire au lycée Ayn Rand qui promeut l'argent, l'entrepreneuriat, la valorisation des idées, qui promeut l'individualisme par rapport au collectivisme. C'est quelque chose qui est dans leurs racines, dans leur éducation, j'allais dire dès le plus jeune âge, en tout cas à l'âge à peu près du lycée. C'est une culture américaine dans laquelle Emerson, avec l'individualisme, la confiance en soi, est quelque chose de promu. Il n'y a pas de jugement derrière ce que je dis. Je ne dis pas si c'est bien ou pas. La question est de se dire, lorsque l'on a une globalisation des marchés mondiales, lorsque les marchés sont mondiaux, les concurrents sont mondiaux, eh bien il y a une question fondamentale qui est de dire comment est-ce que la nation, comment est-ce que les citoyens sont formés à être en compétition avec les différents pays, et donc est-ce qu'ils ont une attitude d'entrepreneur ou pas ? Pour prendre un autre exemple à l'opposé des États-Unis, la Chine a longtemps été considérée comme un pays-usine. Un pays-usine, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont créées dans les pays occidentaux et on leur demande de fabriquer des choses. Mais ils ne sont pas des personnes idiotes, c'est-à-dire qu'en fabriquant les choses, ils se sont dit on peut les améliorer. Lorsqu'ils améliorent les choses que les Occidentaux ont développées, ils les améliorent un tout petit peu. Ils innovent de manière incrémentale. Et donc, on a plutôt eu une culture, parce que ce n'est pas forcément le futur, mais une culture incrémentale dans la zone Asie, Chine en particulier, et des innovations plutôt disruptives, radicales aux États-Unis. Et nous avons eu beaucoup de découvertes lorsqu'on regarde la France, par exemple, qui a été la Silicon Valley du début du XXe siècle, avec un grand nombre de découvertes, avec beaucoup de sciences. Donc il est très important dans ce que vous dites d'avoir conscience qu'en fonction des terreaux politiques, en fonction des cultures, nous allons avoir des formes d'innovation encouragées et ou différentes. La complainte du progrès. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai
un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Et nous serons heureux. RFI. Xavier Pavie, vous êtes donc l'auteur de L'innovation à l'épreuve de la philosophie, un livre publié aux presses universitaires de France. On comprend mieux, je pense, ce qu'est l'innovation à ce moment de l'émission, mais qu'est-ce que c'est que la mettre à l'épreuve de la philosophie ? Qu'est-ce que ça veut dire et que peut faire la philosophie pour l'innovation ? Alors, je suis de formation philosophique, et de formation aussi en management. Et vous avez travaillé dans plusieurs entreprises avant maintenant d'enseigner, de travailler donc pour l'ESSEC, qui est une école de commerce connue en France. Effectivement, j'ai donc eu l'opportunité de travailler pendant plusieurs années. Désormais professeur, avoir une formation à la fois en management et à la fois en philosophie, qui m'a toujours à la fois tiraillé, intéressé, opposé, une forme de complexité pendant plusieurs années, en disant mais ça s'oppose, ça se rencontre, comment on fait ? Bien, c'est compliqué lorsque vous avez une formation philosophique importante, dense, et à la fois une expérience professionnelle importante, dense également sur ces questions-là. Est-ce que, et c'était sous-entendu un tout petit peu dans votre introduction, y a-t-il une opposition ? Y a-t-il une opposition entre innovation et philosophie ? Et en quelque sorte, la réponse est oui. Oui, pour quelle raison ? C'est que l'innovation a plutôt été considérée ou organisée ou gérée par les modèles économiques, dans lesquels la philosophie ne veut pas se tremper, ne veut pas aller regarder. Elle ne travaille pas ces questions économiques fortes avec un regard critique de cela. Est-ce que dans les... Donc là, c'est une double critique, hein, une critique à la fois pour l'innovation et pour les philosophes. Oui, c'est une critique au sens philosophique du terme. C'est une critique au sens philosophique en disant « vous avez besoin de regarder l'un l'autre ». Donc c'est pas sur les philosophes tant que pour les managers que de dire les disciplines que sont celles du management et que sont celles de la philosophie ont plutôt négligé l'un l'autre. Et la conséquence est considérable. Quand bien même, il peut y avoir de la philosophie dans le management et de l'innovation dans la philosophie. Il n'empêche que on se retrouve avec une sorte de déconsidération, je le dis un peu rapidement ici, mais une sorte de déconsidération de l'un comme de l'autre. Les conséquences sont importantes. Parce que la philosophie, si on regarde, on dit l'amour de la sagesse ou la voie vers la sagesse, enfin tout ce que l'on connaît autour de la philosophie est importante, mais surtout, mon point, et le point principal, est sur, je vais le dire un peu rapidement, mais est cristallisé autour des exercices spirituels. C'est ce sur quoi j'ai travaillé je continue de travailler pendant de nombreuses années, au sens philosophique du terme, au sens antique du terme et au sens de Pierre Hadot, qui est un philosophe français qui est décédé il y a quelques années maintenant. Et les exercices spirituels, c'est la capacité de l'individu, de l'homme, à forger des discours, à entendre des discours, à travailler sur lui-même, pour lui-même et pour les autres. Autrement dit, ça peut être la méditation, ça peut être la lecture, ça peut être l'écriture, ça peut être écouter les maîtres, etc., etc. C'est ce à quoi j'ai été formé et c'est ce sur quoi j'ai travaillé. D'un autre côté, il y a l'innovation qui ne pense plus, comme je disais, et qui ne fait que faire. La question est donc, comment réussir à faire en sorte que l'innovation peut se maîtriser ? Comment est-ce que l'innovation peut-elle être travaillée de manière différente ? Comment est-ce qu'elle peut arrêter de ne plus penser, de rechercher la gloire, le succès, l'argent, la maîtrise des autres et la prise de pouvoir ? Seule la philosophie peut résoudre ça. Alors, je vais vous faire part d'une part d'étonnement, hein, puisque en lisant le livre, vous avez parlé d'exercices spirituels, de spiritualité, vous avez écrit d'autres ouvrages plus autour de ce thème. On sent quand même qu'il y a quelque chose d'étonnant. Vous êtes à la fois professeur dans une institution renommée du commerce, de la finance, l'ESSEC, et professeur à l'étranger en ce moment, mais vous travaillez donc pour ce type d'institution, vous avez travaillé dans des grandes entreprises, et donc un paradoxe avec cette quête de spiritualité que vous défendez au sein d'un livre sur l'innovation et dans son rapport à la philosophie. Comment est-ce que vous arrivez à concilier et à expliquer ces choses qui paraissent tellement différentes, à la fois quelque chose de très terre-à-terre et en même temps des pratiques qui peuvent sonner pratiquement New Age ou ésotériques pour des oreilles profanes en tout cas, ou pour des oreilles comme les miennes. Quel rapport entre ces différentes choses ?
Je pense que New Age est juste. New Age fait tout à fait sens avec l'approche. La question est de se poser, d'un point de vue d'enseignement, de pédagogie, en tant que professeur, qui est-ce que je forme ? Et ceux que je forme seront, alors ce n'est pas forcément propre à l'école où je suis, c'est propre à tout ce genre d'école, et aussi école d'ingénieurs, dans toutes les écoles possibles. Qui formons-nous et que vont-ils faire ? Si aujourd'hui nous enseignons comme nous avons enseigné les peut-être 50 ou 100 dernières années, quelles vont être les réponses et les conséquences ? Elles seront strictement identiques à ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire des innovations sans conscience, des innovations dans lesquelles on ne pense pas forcément. Je ne dis pas qu'il faut faire ou pas faire, je dis simplement qu'elles sont faites sans forcément être pensées. Mais c'est presque propre à l'innovation, d'être fait un peu sans penser aux conséquences, puisqu'il y a une grande part, vous l'avez rappelé, une grande part d'incertitude. On ne sait pas si ça va marcher. Donc on veut mettre un peu toutes les chances du côté de notre innovation. Donc on va peut-être pas trop se poser de questions sur des conséquences potentielles, puisqu'on ne sait pas si on va réussir. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, on échoue. Non ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense qu'au contraire, il y a une capacité chez l'innovateur d'innover, de tester, de commencer, de recommencer en permanence, tout en s'interrogeant. Les grands innovateurs sont des grands intellectuels. Et toute l'histoire, si je prends, ça peut être du Léonard de Vinci pour un grand inventeur plutôt qu'un innovateur, mais de Léonard de Vinci jusqu'aux grands innovateurs d'aujourd'hui. Je peux penser à Elon Musk par exemple, ou je peux penser à Bill Gates, ou des gens qui aujourd'hui sont évidemment ceux qui ont construit et comment qu'ils régissent le monde d'une certaine manière, sont des personnes qui pensent, sont des personnes qui se posent la question, ce que l'on fait. Parfois un peu tard. Bill Gates, par exemple, fait une fondation formidable avec sa femme Melinda. Simplement, c'était pas quand il était patron de Microsoft, c'est après qu'il le fait, etc. La question qu'on aurait pu se poser, c'est fallait-il avoir cet énorme monopole à la Microsoft. Je crois qu'aujourd'hui, les dirigeants de Google ont nécessité, les dirigeants de Google, plus exactement d'Alphabet, qui incluent dans leur groupe des sociétés comme 23andMe, c'est-à-dire des sociétés de séquençage de l'ADN, des sociétés d'intelligence artificielle. Quand Elon Musk aujourd'hui a une société qui s'appelle Neuralink et qui pense aux implants à l'intérieur du cerveau que l'on pourrait télécharger sur un ordinateur à côté, etc., pour améliorer ses performances cognitives, par exemple, l'absence de philosophie me paraît dramatique. Or, la question est, pour revenir au point que vous avez souligné, lorsque l'on est professeur, lorsqu'on enseigne, la question c'est à qui j'enseigne, comment j'enseigne, à ceux qui seront sur le marché et ceux qui seront confrontés à ces innovations-là ou les feront. Eh bien, si on se pose la question à ceux qui le feront, il est indispensable d'avoir en même temps qu'un enseignement sur l'innovation, pour les raisons qu'on a dit, il faut survivre, il faut continuer à croître, il faut se mettre face à des concurrents qui vont eux aussi se mettre dans une position compétitive. Eh bien, cette orientation qui est importante à enseigner est indispensable d'être faite en parallèle, en plus, de la même façon, nouée, liée avec quelque chose qui apporte de la réflexion et qui apporte de la distance et qui apporte également une maîtrise de soi, une conséquence sur comment je veux que le monde soit régi. Et la philosophie est certainement la meilleure des disciplines pour nous aider à penser cela. La seule différence, je vous cite, entre les mythes et notre société contemporaine est que la possibilité de faire est désormais reconnue. C'est dans l'interstice entre la volonté de faire et le faire que doit se glisser maintenant la responsabilité. Car le vœu de dépasser sa simple condition d'humain, d'être immortel, d'être le plus fort, existe depuis que l'homme est homme. Cela dit, jusqu'où devons-nous aller ? Avant que vous commentiez cette citation, je vous propose d'écouter une conférence qui a été donnée par une personne que vous connaissez, que vous citez dans le livre, qui s'appelle Laurent Alexandre, qui est donc chirurgien et qui est un chantre de ce qu'on appelle le transhumanisme, donc la possibilité pour les humains de devenir immortels, pour résumer ce qu'est le transhumanisme. Donc c'est une conférence qu'il a donnée en 2012 dans le cadre de TEDx Paris. Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du tabou ultime, notre mort. Quand allons-nous mourir ? Vous voyez, c'est l'évolution de notre espérance de vie depuis 250 ans. Elle a déjà triplé. Elle est passée de 25 ans en 1750 à plus de 80 ans. Aujourd'hui, notre espérance de vie croît de 3 mois chaque année. Ce qui signifie que quand nous vieillissons d'une année, nous ne nous rapprochons de notre mort que de 9 mois. Jusqu'où ce recul de la mort peut-il aller ?
C'est à titre individuel, pour notre futur personnel et à titre collectif, une question absolument essentielle. Le vivant est d'une complexité inouïe. Nos cellules, nos tissus, nos organes sont extrêmement complexes. Il n'y a pas si longtemps que ça, analyser, comprendre et manipuler notre fonctionnement biologique était considéré comme une tâche insurmontable. Mais aujourd'hui, la donne technologique est en train de changer. Ce que l'on appelle les technologies NBIC va nous permettre de lutter contre la mort, la vieillesse et la maladie, grâce à une médecine de combat, avec une puissance qui était inimaginable il y a encore quelques décennies. Les technologies NBIC, N, c'est nanotechnologies, ce sont les technologies qui permettent d'agir au milliardième de mètre, B, les biotechnologies, I, l'informatique, et C, la cognitique, c'est-à-dire les sciences du cerveau dont vous a parlé tout à l'heure, et l'intelligence artificielle. Grâce aux technologies NBIC, la science-fiction d'hier va devenir médecine réalité. Nous allons pouvoir réparer nos organes à des échelles de plus en plus petites, modéliser, changer notre ADN, réparer nos cellules, créer des organes artificiels entiers, mettre des implants électroniques, développer la robotique chirurgicale, être guéri grâce à des nanomoteurs, grâce à des nanocapteurs, grâce à des nano-implants, au cœur de nos tissus, au cœur de nos cellules. Et puis bien sûr, et c'est un point essentiel, grâce à la modélisation. La modélisation, c'est-à-dire l'analyse et le décryptage du vivant grâce à des ordinateurs puissants. Il faut bien voir que nos cellules, et nous en avons chacun 100 000 milliards, sont fondamentalement des petites usines avec des machines-outils biologiques à l'échelle du nanomètre. Or, la révolution des nanotechnologies nous permet justement d'agir à cette échelle du milliardième de mètre. Nous allons pouvoir surfer de vague technologique en vague technologique. Avec la technologie qui sort des labos et dont vous allez bénéficier d'ici 2020, nous allons pouvoir avoir plusieurs décennies en bonne santé supplémentaires. En atteignant 2050, nous bénéficierons d'autres vagues technologiques, peut-être encore plus spectaculaires que celles qui sortent aujourd'hui des laboratoires. Avec cela, nous pourrons atteindre quelques décennies supplémentaires et de bon en bon, il est possible que nous bénéficions d'une espérance de vie que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Et vous, pensez-vous, comme certains experts, que l'homme pourrait devenir immortel à brève échéance? Ma conviction personnelle est que certains d'entre vous dans cette salle vivront 1000 ans. Je vous remercie. C'était Laurent Alexandre, chirurgien, lors d'un TEDx, donc c'est ces conférences grand public d'une dizaine de minutes où on explique nos recherches, notre pensée. Donc un TEDx à Paris en 2012. Donc Laurent Alexandre qui défend concrètement les théories du transhumanisme. Donc on peut résumer comme vous le disiez dans votre livre, je vous citais juste avant d'écouter cet extrait, le passage du mythe à la réalité ou à la réalisation, ou comme il le dit lui-même, le passage de la science-fiction à la médecine de demain ou la médecine d'aujourd'hui. Oui, il y a évidemment beaucoup de choses à dire à propos de l'extrait, à la fois la citation que vous prenez de l'ouvrage. Laurent Alexandre est un scientifique empiriste. C'est un scientifique empiriste qui regarde ce qui s'est passé et qui dit voilà, puisque ça s'est passé comme ça va continuer comme ça. C'est pas un gourou illuminé. Bon, il a un côté un peu gourou, mais il a un côté gourou au sens parfois aussi inspirant. C'est quelqu'un qui parle très bien, c'est quelqu'un de sympathique, c'est quelqu'un qui peut être intéressant, mais il faut remettre les choses à leur place. C'est un scientifique empiriste qui regarde les choses. Laurent Alexandre ne dit pas dans cet extrait-là comment il faut penser les choses. Est-ce que Laurent Alexandre pense? Probablement. Est-ce qu'il dit comment est-ce qu'il les faut penser? La réponse est plutôt non dans ses ouvrages. C'est-à-dire qu'il est plutôt dans une optique où il va effectivement chercher à montrer, provoquer, dire regardez ce qui se passe, etc. Voulons-nous ça, ceci ou cela? Mais il s'arrête à ces questions-là. Ce qui n'est pas mon propos. Mon propos, il est justement de se glisser dans l'interstice que vous mentionnez entre le mythe, alors la science-fiction, etc., et la réalité. Se glisser dans cet interstice-là, c'est l'endroit dans lequel il faut penser. Moi, ce qui m'intéresse n'est pas forcément les questions empiriques, c'est qu'est-ce qu'il faut dire ou faire auprès des étudiants, auprès de la population, etc. Dans la philosophie, vous savez, on a ce qu'on appelle les niveaux du moi. Les niveaux du moi, c'est
comment est-ce que l'on va continuer à nous développer. Le niveau du moi, c'est le niveau de l'écrasement. Le niveau de l'écrasement, c'est le bébé qui pleure parce qu'il a faim. Le bébé, il pleure, il a faim, il va pas se mettre à penser. C'est normal, c'est naturel, à ces âges-là, le développement est relativement réduit. En grandissant, un parent va dire « mais attends, sois patient, tu peux attendre un petit peu, tu mangeras un petit peu plus tard ». L'enfant commence à comprendre qu'il a un raisonnement possible, qu'il peut attendre, patienter. Et puis il y a un troisième niveau qui lui va être celui dans lequel on va pouvoir non seulement raisonner, mais être aussi raisonnable, dans lequel on va apprendre la tempérance, on va apprendre la maîtrise de soi, on va apprendre toutes ces dimensions-là. Se glisser entre le mythe et la réalité, c'est justement atteindre ce niveau du moi en philosophie. Atteindre ce niveau du moi en disant « oui, c'est ça, il est ça, il y a ça. Faut-il le faire ? Comment faut le faire ? Est-ce qu'il est important de le faire ou pas ? » Il y a de la pensée, et aujourd'hui, nous sommes trop dans une organisation parfois médiatisée avec on fait peur, on regarde, on montre, on en conclut quelque chose. La question n'est pas là, la question elle est la pensée. Comment est-ce que nous allons réfléchir à ce qui se passe et à quel endroit se glisser ? Et je ne dis pas derrière ces dimensions-là, je ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Je dis ça peut être fait de cette manière-là, mais ça doit être fait en pensant. Et vous appelez de vos voeux l'innovation responsable. Qu'est-ce que ça veut dire ? La conclusion est qu'il y a et qu'il faut de l'innovation. Nous n'avons pas le choix que d'innover. Et la conclusion, pas de votre livre, mais la conclusion de la vie, puisque la vie est faite d'innovation et continue par innovation. Absolument, vous avez parfaitement raison de préciser ça. C'est effectivement, il y a de l'innovation, c'est ainsi. Ce n'est pas quelque chose que l'on remet en cause, qu'on peut appeler ça de n'importe quelle façon que ce soit. Il y a de l'innovation. Il n'empêche que ça n'est pas parce qu'il y a de l'innovation qu'il faut donc rien faire. Ma première cible, ma première audience, si je puis le dire, ça va être les personnes qui veulent faire, qui veulent s'interroger. La question des étudiants, je l'ai dit, mais aussi peut-être surtout les innovateurs. Je ne parle pas de la cible du livre, je parle de la cible de ceux que j'aimerais faire continuer à transformer. Parce que ce sont eux qui font les choses. Ce sont les innovateurs qui font les choses. Et aujourd'hui, comment nous éduquons les innovateurs ? Éduquons-nous les innovateurs avec cette notion de responsabilité ou pas ? La réponse est non. La réponse est non. Nous avons des dizaines de méthodes d'innovation. Nous avons des milliers, peut-être des millions de livres sur l'innovation dans toutes les langues, partout, dans toutes les écoles, les plus brillantes, etc. À quel endroit se trouve la responsabilité dans ces ouvrages, dans ces méthodes, dans ces techniques ? La réponse est nulle part. Nous ne pouvons pas condamner les innovateurs si nous ne leur disons pas « voilà comment faire, voilà les pistes, comment réfléchir, etc. » Nous ne pouvons pas critiquer en regardant faire. Et c'est ce que je déplore parfois dans les discours un peu médiatisés dans lesquels on va condamner. La réponse est forcément dans l'éducation. Et d'ailleurs, vous l'expliquez, la première idée, c'est peut-être d'écarter le mot responsable ou d'écarter le terme de responsabilité qui finalement est assez vague et qui a servi, on pense à la responsabilité sociale des entreprises, donc qui est une sorte de cache-misère, en gros, utilisée par les grandes entreprises dans le monde pour dire qu'elles font de la philanthropie tout en déforestant, pour prendre une image un peu caricaturale. Mais il faut arrêter peut-être avec cette idée de responsabilité qui est trop vague, qui est peut-être pas assez impliquante pour utiliser d'autres termes. Et vous souhaitez utiliser donc le terme care en anglais, donc faire une innovation care, ou si on doit utiliser un terme français, une innovation bienveillante qui pour le coup, est plus précise et peut-être englobe plus ce que vous souhaitez communiquer. La problématique de responsable, on le sait avec le latin, c'est rendre compte de ses actes. Donc je rends compte de mes actes. Voilà, je réponds. C'est-à-dire, je vais faire quelque chose, bien, pas bien, mais je vais répondre des actes. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit, que ce soit d'un point de vue de la justice, on s'aperçoit d'un point de vue des organisations complexes que l'on a, notamment en entreprise, on s'aperçoit qu'on se retrouve dans des situations où il n'y a plus beaucoup de responsables. C'est-à-dire que la responsabilité est diluée. Elle est diluée dans les organisations, dans les couches, elle est diluée dans les différents réseaux, et il n'y a plus beaucoup de responsables. Je peux être un petit peu responsable, mais pas vraiment. Donc finalement, la responsabilité va avoir une haptique. Et puis c'est neutre la responsabilité, c'est-à-dire qu'on on peut considérer, oui, si on me reproche ce que je fais, j'en suis responsable, j'en tiendrai compte. Voilà, mais ça ne veut pas dire que c'est positif, ça ne veut pas dire que ce qu'on fait est bon pour les autres, est bon pour les employés, etc. Donc c'est très vague, quoi. Vous pourriez être responsable face à vos actionnaires de leur donner plus de profit. Vous avez parfaitement raison. Et c'est bien l'enjeu. La notion de care est importante, est intéressante, puisqu'elle
prend soin. Alors vous avez dit bienveillant, c'est vrai, ça peut être un mot que l'on peut utiliser, une innovation bienveillante, j'aime beaucoup ce terme. Je ne sais pas si je cite celui-là, je parle souvent de la notion de prendre soin de soi et de prendre soin des autres. La notion de prendre soin de soi et prendre soin de ce que l'on fait me paraît important, et il y a au moins 3 domaines, en tout cas dans le livre que j'explore en disant il y a 3 domaines dans lesquels il faut peut-être prendre soin. Il y a celui de l'environnement, parce que nous n'avons pas le choix. Il y a celui de la politique, au sens noble du terme, c'est-à-dire la politique de la cité. Comment est-ce que l'on agit, comment on interagit les uns les autres, en fonction des ethnies, en fonction des origines, en fonction de tout ce qui est fait. Et c'est quoi l'harmonie ensemble pour vivre ensemble. Donc la question, et c'est une question politique. Et puis une question de l'humain en tant que tel, en tant qu'humanité au sens très large du terme. Qu'est-ce qu'on veut en faire de cette humanité? Maintenant qu'on voit, on peut faire beaucoup de choses, plein de choses, etc. On peut triturer dans tous les sens. Pourquoi pas? Il faut juste simplement se poser la question. Donc cette notion de prendre soin de soi ou de bienveillance, prendre soin des autres, pour moi est importante autour de ces 3 axes principaux. Et comment contribuer, valoriser, permettre le développement de ce type d'innovation, de cette manière d'innover, et minimiser les innovations plus traditionnelles, donc non regardantes sur leurs effets sociaux, sociétaux, environnementaux, etc. Je crois que c'est un problème d'éducation. Quand je parle d'éducation, je le dis de 2 sens. Dans un sens premier qui est éducation auprès de tout le monde, au sens il faut que nous apprenions, quel que soit son âge, quel que soit l'endroit dans lequel nous travaillons, nous avons toujours un problème de l'absence de pensée. L'absence de pensée est que si je suis comptable, je ne suis pas innovateur, mais je suis en comptabilité, je suis en ressources humaines, je suis dans les différents champs de mon organisation géographique ou locale dans une organisation d'entreprise, est-ce que je pense ce que je fais ? Est-ce que je pense vraiment à la finalité de l'organisation dans laquelle je suis? On a besoin d'apprendre ça et de prendre conscience de ça. On cherche un travail, on ne cherche pas du sens. Après, on va dire quand on a un travail, oui, je vois bien qu'il y a du sens. Mais c'est assez paradoxal. On cherche on cherche un travail, on cherche un salaire, ce qui est normal et justifié bien sûr, mais on ne cherche pas du sens. L'important c'est d'avoir du sens. Et il n'y a pas forcément avoir du sens une fois qu'on a un travail. Sinon c'est un peu compliqué. Néanmoins, c'est déjà une étape, avoir du sens dans ce que l'on fait et de comprendre. C'est une partie éducation importante. L'autre partie éducation importante, c'est évidemment auprès, je vais dire, des plus jeunes, mais c'est valable également plus tard, lorsque l'on enseigne l'innovation. Doit-on continuer à enseigner l'innovation comme on l'a fait ces dernières années? Je le mentionnais tout à l'heure. Peut-être que nous avons à rabattre les cartes et repenser à nouveau frais la question avec laquelle nous enseignons l'innovation. Je vous donne un exemple. Si on ouvre un cours qui s'appelle Innovation responsable, par exemple, et à côté de ça, un cours qui s'appelle Innovation, vous allez segmenter évidemment entre ceux qui disent « Ah mais moi j'ai une conscience ou j'ai envie d'avoir une conscience sur l'environnement, etc. Je vais prendre celui-là. » Et puis l'autre « Non mais moi ça veut dire quoi? Ça me concerne pas, ou etc. Je vais prendre un cours classique. » L'erreur se trouve peut-être ici. Nous devons peut-être supprimer le cours d'innovation responsable. Et la responsabilité rentre naturellement, comme dans les processus habituels de l'innovation. Et l'innovation d'aujourd'hui et de demain, la façon avec laquelle on doit l'enseigner, doit naturellement intégrer, comme elle intègre, un certain nombre de composants. Mais c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, d'autant plus que, je reviens sur cette idée, mais quand Mark Zuckerberg invente Facebook ou innove pour créer Facebook, il a envie de permettre à des étudiants d'échanger des idées, d'échanger des photos, etc. Il est à milieu d'imaginer ce que ça va devenir. Et petit à petit, ça devient en fait une entreprise de données, de captation de données privées et de marchandisation de données privées. C'est une évolution qu'il n'aurait pas pu anticiper. Et son intention d'origine est une intention plutôt noble, de communication, de partage, etc. Et ça évolue pour des raisons économiques, des raisons d'investissement, vers quelque chose qui est moins noble, en tout cas en apparence. Enfin, qui a encore des côtés très nobles, mais qui aussi a des côtés moins nobles et moins avouables. Donc c'est plus compliqué que ce qu'on pourrait croire. Alors voilà. C'est tout à fait juste, et c'est probablement un très bon exemple. Je ne le connais pas personnellement, mais on peut supposer qu'il a de bonnes intentions, et on a vu d'ailleurs d'un point de vue un peu citoyen, les différentes actions qu'il a pu faire montrent que c'est plutôt un personnage qui a l'air de prendre conscience de l'un et des autres, et puis il s'est fait dépasser par son innovation. Il s'est fait dépasser parce que les usages qui ont été faits en disant je peux acheter des données Facebook, et ce que je vais en faire, Facebook ne le sait pas forcément, ou pas de cette manière-là, etc. C'est vrai. Néanmoins, rappelons en 2005
que Mark Zuckerberg avait déclaré que la norme sociale était, donc c'était le partage des données, etc. La norme sociale est quelque chose qui évolue, nous allons contribuer à faire évoluer la norme sociale. Donc il a eu parfois des comportements responsables, citoyens, et parfois des visions très court-termistes de qu'est-ce qui peut apporter comme valeur financière, en l'occurrence, à mon organisation. Et là, il a une responsabilité majeure. Il a une responsabilité majeure. Je ne sais pas à quoi il a été formé quand il était étudiant. Est-ce qu'il a été formé à la pensée, en tout cas à la philosophie, à la façon avec laquelle il faut le faire? Ça me paraît indispensable qu'au conseil d'administration de Facebook, il y ait ce genre de personnes. Ça me paraît indispensable qu'il soit philosophe, ou en tout cas avec une formation, ou une pensée, ou en tout cas avec une optique philosophique. Ça me paraît indispensable. Lorsqu'on regarde le conseil d'administration de Google, nous avons des transhumains, en tout cas des volontaires pour le développement du transhumanisme, nous avons des financiers, nous avons des innovateurs, des disrupteurs. Il n'y a pas de philosophe, il n'y a pas d'anthropologue, il n'y a pas de sociologue, il n'y a pas ce genre d'individus. Ils sont coupables en cela. Ils sont coupables de ne pas se mettre en situation d'avoir d'autres points de vue qui sont importants pour eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne feraient pas, ça veut dire qu'ils le feraient probablement, mais différemment. Le philosophe, on va se quitter sur cette idée, vous dites, doit convertir l'innovateur. La notion de conversion est propre à la philosophie, pas à l'innovation. La conversion est importante dans les exercices spirituels. C'est-à-dire que nous nous convertissons à une école à l'époque, dans l'Antiquité. Elle peut être stoïcienne, épicurienne, elle peut être cynique, elle peut être... À un moment donné, on se change complètement, c'est-à-dire qu'on se renverse complètement, et on se renverse parce qu'on est converti. Et quand on se convertit à la philosophie, ça veut dire que on va essayer d'aborder, on va essayer de suivre un mode de vie philosophique. Donc dans l'Antiquité, les écoles permettent ça. Et elles permettent ça parce qu'on a des maîtres, comme il y a des disciples, il y a des lectures, il y a des écritures, il y a des exercices à faire sur sa spiritualité, méditatif, etc., etc. Nous en avons un très grand nombre. Eh bien, l'innovateur n'a pas le choix que de se convertir, c'est-à-dire de se retourner. Ce qu'il a fait, on sait pourquoi il l'a fait, et il n'y a pas à le condamner pour ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il doit faire différemment et il n'a pas le choix de se retourner. Qui va l'aider à faire ce retournement? Pourquoi est-ce qu'il va le faire? Seule la philosophie, seul le philosophe me permet d'être le mieux placé pour retourner l'innovateur d'un bon côté, c'est-à-dire d'un côté dans lequel il va se mettre à penser. Qu'est-ce que tu fais pour tes clients, pour les citoyens, pour la cité, pour l'environnement? S'il ne pense pas, il fera toujours dans cet écrasement dont on parlait tout à l'heure. Donc la question est, comment l'innovateur peut-il atteindre un mode de vie philosophique? Merci Xavier Pavie. L'innovation à l'épreuve de la philosophie, c'est publié aux presses universitaires de France. À bientôt. Merci beaucoup. Pour réentendre et partager cette émission, c'est bien entendu sur le site de Radio France Internationale et sur toute bonne application de podcast. L'atelier des médias cette semaine était signé Simon Decreuse et Ziad Malouf. En coulisses, Camille Deloche qui s'occupe de notre projet Mondoblog en compagnie de Mathilde Saliou et Léo Caravagna. Mathilde et Léo travaillent également sur les contenus radio de ce projet, de ce programme, l'atelier des médias. Salut à toutes et à tous. Sur des places au musée, nous ne voulons plus te payer. Nous ne comprenons pas un mot de tous ces tableaux. C'est bien plus drôle de peindre le monde entier en Lego. Nous sommes venus te voir, collectionner les couleurs. Je nous bêche sur la toile de ton lit blanc d'hôpital. Boire ta soupe à la paille, vomir de Gaulle sur le sol. Oublier ton dentier, embrasser tous tes enfants. C'est l'heure du grand carnage.